Christophe, nous sommes au Jardin des Plantes de Toulouse. Est-ce que tu es plutôt citron pressé ou orange vitaminé ? Moi, je suis plutôt citron pressé. Tu sais que la caractéristique du citron, c'est qu'il est acide quand tu le goûtes et quand il rentre dans le corps, il devient basique. Les gens pensent que le citron étant acide, ça fait mal à l'estomac et pourtant, tout le monde dit qu'il faut prendre un citron pressé le matin. La caractéristique du citron, c'est qu'il est acide dehors, basique dans le corps. C'est pour ça que ça fait du bien le citron pressé le matin. Beaucoup de bien pour le foie. Quand les émotions sont chahutées, quand on fait trop de distance, les émotions souvent elles sont un peu chahutées. Donc le foie est un peu chargé. Du coup un petit citron pressé ça fait du bien, y compris sur son propre équilibre personnel. Allez, allons marcher sans se passer. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Bonjour et bienvenue aux initiés et aux curieux dans ce podcast par et pour les managers. L'association Germe, réseau de progrès des managers, propose une offre croisée près de chez vous. 2 cycles de formation inspirants, Germe destiné aux managers et cadres dirigeants et Émergence pour les managers de proximité. Germe, ce sont aussi des événements apprenants et des outils innovants. Aujourd'hui, nous parlons de management à distance avec Christophe Cabane. Il est animateur et intervenant Germe et coach en entreprise. C'est un amoureux de la nature et particulièrement des agrumes dont il compare souvent l'univers et l'énergie avec le management. Alors justement, cette énergie, visible dans le monde présentiel, que devient-elle dans le management à distance ? Comment fédérer et impliquer les collaborateurs répartis sur plusieurs sites ou en télétravail ? Pour commencer la discussion, Christophe nous livre le souvenir d'un événement transformé en distanciel pendant le premier confinement. Un séminaire sur la qualité de vie au travail pour un grand groupe. 60 personnes invitées, entre 60 et 80 personnes invitées. Tout le monde est censé se retrouver à Biarritz. 3 semaines avant Covid, hop, ça bascule à distance. Et là, je me retrouve et on se retrouve tous dans une forme de naturel, très spontané, très organisé et néanmoins très particulier, tu vois, à avoir une session de 2 heures où en fait tout le monde est derrière son écran, certains l'écran allumé, d'autres pas l'écran allumé, et voilà, et animer une session, faire travailler des gens ensemble. 2 ans avant, ça aurait été impossible, et là, en 3 jours, reconversion complète. Le séminaire se fait plus à cause du Covid et tout le monde passe à distance. Ça, c'est un exemple de distance, de voir comment en fait en 2 ans, il y a eu une reconfiguration complète qui fait qu'en fait aujourd'hui, il n'y a pas tant de différence que ça en termes de décider de faire une réunion à distance ou de faire une réunion en présentiel. C'est épatant ce qui s'est passé. C'est assez énorme parce que ça s'est passé rapidement. On le sait, il y a des organisations qui n'étaient pas habituées à travailler à distance. Voilà, moi je suis très admiratif par exemple des enseignants. Les enseignants ont reconfiguré complètement. C'est des gens qui n'avaient pas du tout la pratique de la distance et qui l'ont acquis dans le premier confinement. Mais ça a été pareil pour beaucoup de managers. Beaucoup de managers ne connaissaient pas ça. Alors pour les managers, c'est un peu plus compliqué parce que les managers sont un peu ambigus par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont intégré le fait qu'on peut travailler à distance et ils ont quand même dans l'idée que c'est mieux de travailler en présentiel. Voilà. Donc il y a une double ambiguïté qui est de dire ça peut être confortable par certains côtés. Intellectuellement, je comprends que ça peut être bien pour mes collaborateurs, mais quand même, j'aime bien que les gens se retrouvent ensemble. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, énormément de cadres, énormément de managers, énormément de personnes travaillent de chez eux, avec toute la thématique des outils, de plus se voir, de passer toute une journée, voire toute une semaine dans son bureau, d'en sortir juste pour manger. Et du coup, d'appréhender la réalité non plus de façon tangible, palpable, par le toucher, mais par une forme en fait de perception à distance, énergétique, subtile, et avec une reconfiguration beaucoup des modes de travail. Avec quelque chose qui, moi, je trouve est le plus impactant, et pourtant, c'est pas ce qui est le plus nommé. C'est qu'en fait, dans la distance, dans le management à distance, quand les gens ont travaillé, en particulier dans le télétravail chez eux, la frontière de l'intimité a été bousculée. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je vois des managers qui connaissent l'intérieur de la maison de leurs collaborateurs, et c'était pas le cas dans le passé. Donc, en tant que manager, tu connais, tu vois le chien qui passe, le chien qui aboie, tu vas voir la tapisserie intérieure, voilà. Et ça, c'est un énorme changement, y compris subtil et psychologique. Quand on parle management à distance aujourd'hui, on fait la confusion avec le télétravail
et on fait aussi la confusion avec les réunions à distance. Donc il y a un peu un agglomérat de tout ça. Le management à distance, c'est pas juste j'ai mes équipes qui sont en télétravail, période de Covid, et on fait de la distance. C'est beaucoup plus que ça, le management de la distance. C'est par exemple, tu vois, je te prends un exemple d'ici d'un des directeurs qui travaille dans l'aéronautique, qui dirige 10 000 personnes. Tous les sites sont autour de l'aéroport à Toulouse. Il y a plusieurs entités avec des patrons qui sont situés tout autour, entre Colomiers, Blagnac, Saint-Martin-du-Touche. C'est de la distance. La distance, ça commence à l'étage du bas, en tant que manager, si je ne vais pas tous les jours et si je ne suis pas en permanence avec mes collaborateurs. La distance, ça commence avec le bâtiment à côté. La distance, ça commence bien sûr avec un éloignement physique et géographique, mais ça peut aussi, tout simplement, le bâtiment à côté, c'est de la distance. Un manager, un dirigeant qui voit ses équipes dans le bâtiment à côté qu'une fois par semaine, c'est une forme de distance. Alors la différence, c'est que quand j'ai mes équipes dans le bâtiment à côté, souvent pour les réunir toutes les semaines, je les réunis dans une même unité de lieu. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on est ensemble. Ce qui fait une grande partie dans la distance, c'est qu'on n'arrive plus à se réunir physiquement. Je suis directeur commercial, je dirige des commerciaux sur toute la France, ça c'est éminemment de la distance bien sûr. Mais la distance, c'est vraiment à partir du moment où je n'ai plus la même réalité de vécu physique tout au long de la journée. Voilà, c'est là que commence la distance. Qu'est-ce qui a changé le télétravail ? De surcroît forcé. Alors le télétravail, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'aux années 2020 et à la première pandémie, la France était très en retard sur le télétravail. Il y avait beaucoup de résistance. Et les résistances en France, c'est que nous sommes dans une société du dur. Hein. C'est qu'il faut travailler dur, il faut travailler longtemps. Nous sommes un pays qui termine tard le soir. Hein. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais il y avait quand même cette prime au fait de dire plus tu as des responsabilités, plus tu restes tard. Et donc du coup, j'ai besoin d'être présent, de montrer que je suis là, que je suis présent, parce que si je suis là, que je suis présent, par définition, je suis besogneux, je travaille. Ça parle de montrer. Ça parle de montrer. Hein. On est dans une société qui est un peu le fait et fort de ce point de vue-là. Donc beaucoup de managers et de dirigeants n'étaient pas très à l'aise à avoir leurs équipes à distance parce qu'effectivement, comment je vais m'assurer qu'ils travaillent, comment je vais faire en sorte de leur faire passer des messages quand j'ai besoin de leur faire passer des messages. Et c'est vrai que le premier confinement a créé un effet de bascule. On a mis la confiance en marche forcée ? En fait, la confiance, elle s'est posée puisque la confiance est nécessaire au travail à distance. Mais en fait, c'est un peu comme si on a mis la distance avant de s'assurer qu'il y avait la confiance. Donc quand il y avait la confiance, ça a bien marché. Parce que tu vois, je te prends un exemple. Je suis directeur commercial et j'ai une équipe décentralisée. Je ne sais pas très bien au jour le jour ce qu'ils font, mais par contre ce que je sais c'est que les résultats tombent. Donc je me dis que par définition ça bosse. J'ai une équipe administrative qui fait du télétravail. Je peux me dire que ça travaille, mais en réalité je n'ai pas forcément mis en place ce qu'on pourrait dire les indicateurs ou les KPI qui me font dire que. Voilà. Et alors en plus si j'ai pas une confiance, parce que je suis pas sûr que la personne de chez elle va avoir les bonnes conditions de travail, si elle va être assez motivée, je risque de me retrouver moi dans une forme d'anxiété en tant que manager, de dire attends, est-ce que ça bosse pas, du coup avec le risque qui est que je vais devenir contrôlant. Et la dernière chose à faire quand on est à distance, c'est de contrôler. Parce que si je suis dans un micro-contrôle à distance, je bloque l'énergie, moi je passe un temps infernal à m'assurer d'appeler un tel, de voir ce qu'ils font et tout ça, et ça bloque l'énergie. Quand il n'y a plus de confiance et trop de contrôle à distance, c'est très inopérant. Sauf que quand je suis contrôlant et que ça date pas d'hier, que c'est ma personnalité, qu'est-ce que je fais ? Je fais ce que je peux, et c'est pour ça que souvent quand je suis contrôlant et que ça date pas d'hier, je demande à mes équipes de revenir en proximité. Voilà. Alors pourquoi ? Parce que la grosse différence entre le management à distance et le management en présentiel, c'est que quand je suis en fait en présentiel avec mes équipes, je peux me permettre de savoir quoi faire et de dire au jour le jour, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc je peux être un manager du quoi. Typiquement, beaucoup de la fonction managériale en France est issue de l'expertise. C'est moins vrai aujourd'hui, mais néanmoins, les managers qui ont été promus sont des managers en fait qui étaient experts et souvent c'est un peu les meilleurs des équipes qui sont passés managers. Ce qui ne veut pas dire que c'est les meilleurs managers. Et c'est pas les plus pédagogues. Et c'est pas toujours les plus pédagogues. Voilà. En tout cas, c'est pas. Voilà. Et donc souvent, ce sont des gens qui ont une bonne vision de ce qu'il faut faire et parce qu'ils sont avec les collaborateurs, parce qu'ils voient ce qu'il faut faire. Du coup, ils sont dans une optique de je sais quoi faire et je te le dis. Voilà, ou je te donne un conseil. Voilà. Donc ça, c'est un management du quoi. D'accord ? Un exemple, c'est j'ai
j'ai une action à faire ou une information à passer, j'ai pas de réunion d'équipe prévue, mais par contre je sais quoi faire. Je crie hop pour dire réunion de suite et tout le monde autour du bureau se réunit. Hop, je fais le tour de tous les bureaux, je sais où les trouver et on se réunit immédiatement. Dans le management à distance, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le quoi ne fonctionne pas parce que si à un moment donné j'ai besoin moi de faire passer un message, c'est pas parce que je dis tiens maintenant je vais faire passer un message que ça va se faire. Si ça n'a pas été planifié, si ça n'a pas été anticipé, si on n'a pas réfléchi sur le comment on va se réunir, comment on va communiquer, je peux me retrouver complètement sec. Donc c'est vrai que le changement, tu posais la question du changement dans le passage au télétravail ou à distance, ça demande un changement de prisme du manager. Le manager, il peut plus se permettre d'être dans l'action au jour le jour. Il doit vraiment être dans l'organisation, dans l'anticipation, dans la planification. Avec. Et du coup dans le comment. Donc le management à distance, c'est conjuguer tous les comment possibles. Comment on va communiquer ensemble, comment on va animer nos réunions d'équipe, comment on va s'assurer sur ce projet que on est tous sur le même planning, comment on va escalader quand on va avoir une difficulté, comment tu vas pouvoir me contacter quand je suis pas disponible. Est-ce que tu peux me contacter n'importe quand, jusqu'à 9h du soir? Comment tu vas communiquer? Est-ce que tu vas plutôt utiliser WhatsApp, le mail, tout ça? Donc c'est tout le royaume du comment. Et avant de passer au comment, encore faut-il idéalement être passé par le pourquoi, c'est-à-dire le qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est une opportunité justement, le travail à distance, de réinventer ce pourquoi nous sommes engagés les uns à côté des autres? En fait, le travail à distance, et en particulier le télétravail, c'est comme tu le disais, c'est un énorme changement. Mais qui n'a pas été vécu comme un si changement profond. On sait que c'était un changement, mais ça n'a pas toujours été vécu comme l'occasion de redéfinir le comment on travaille. Du coup, il y a deux enjeux. Le premier, c'est si je vis le télétravail ou le management à distance comme un mal nécessaire, sans lui donner du sens, sans aller regarder qu'est-ce que ça va permettre, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire qu'on ne pouvait pas faire, quelle est la finalité, quel sens ça a, je risque de le vivre comme une contrainte. Du coup, je risque de bloquer l'énergie de l'équipe. Et puis le deuxième, c'est si on ne se met pas d'accord sur, dans ce contexte-là, comment on va travailler. Voilà. Mais le travail à distance, il y a des équipes qui le connaissent depuis très longtemps. Je prenais l'exemple d'un directeur commercial, directeur pharmaceutique qui dirige toutes les régions, d'un leader de pharmacie, toutes les régions françaises, toutes les ventes. Il a des directeurs régionaux, il a éminemment une équipe à distance. Donc ça existe depuis longtemps à des endroits. Et c'est pas toujours facile de se dire, bien dans cette configuration, comment on va adapter nos façons de travailler et du coup comment moi je vais adapter mon mode de management. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de managers qui ont fait un compromis, qui ont accepté de changer leur méthode parce qu'ils ont pris conscience avec cette période de crise sanitaire, donc de télétravail, qu'il y avait des petites manies, des valeurs y compris, qui n'étaient plus si importantes que cela. Je peux te prendre comme exemple, tu vois, une dirigeante d'une entreprise, c'est à peu près une centaine de personnes, qui avait l'habitude, dans ce contexte de management à distance, de faire les mêmes réunions que ce qu'elle faisait du temps où tout le monde était présent dans le bâtiment. Du coup, comme ils se réunissaient pendant 3 heures tous les mois, elle a fait des réunions de 3 heures tous les mois. Elle s'est rendue compte qu'en fait c'était inopérant, c'est-à-dire 3 heures à distance en visio. Elle s'est rendue compte à un moment donné que tout le monde lâchait. Voilà, et donc il y a eu un temps de régulation d'équipe pour dire comment on veut travailler dans ce contexte-là. Et elle, ça l'a amené complètement à revisiter sa façon d'animer les réunions. C'était quelqu'un qui passait beaucoup de temps à parler en 3 heures. Tu peux parler en 3 heures et capter l'audience quand tu as les gens autour de la table. Quand les gens sont à distance, en 3 heures ça demande des efforts, mais c'est faisable. Il y a des gens qui sont bons dans la communication. Mais à distance, c'est très compliqué. Et en prise de parole, il y a une règle, on peut ennuyer les gens en 10 secondes et les fasciner en 3 heures. C'est juste que ça demande un peu plus de rame en 3 heures. Exactement. Mais il y a des gens qui sont bons, qui sont habitués à ramer chez les managers. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. À distance, les habitudes doivent changer, nous dit Christophe. Même si le contexte sanitaire nous a obligés à nous adapter, comment retrouver davantage d'efficience relationnelle ? Christophe nous livre des fondamentaux du travail à distance. Alors justement, parlons des bases
des bases que constitue le travail à distance. J'ai appris de façon empirique avec les confinements, mais je sens bien qu'il y a encore des choses qui sont un peu bancales. Quelles sont les règles incontournables pour animer des réunions à distance ? Alors, là tu parles de l'animation des réunions. Alors, dans l'animation des réunions, la première règle de base, c'est des réunions courtes. 1 heure maximum. Et déjà 1 heure, c'est beaucoup. Tu vois, quand j'interviens, quand je fais des formations sur le management à distance, et que je les fais à distance, donc je fais ça soit sur des demi-journées, soit sur des journées. Comme dans toute formation, tu as une petite phase de recueil des objectifs, d'inclusion, qui sont souvent des moments en fait qui sont assez... les gens sont plutôt frais en matinée, les gens ont plutôt envie de partager. Et au bout d'à peu près 40 minutes, après ces 2 phases-là, je fais faire un petit sondage et je pose 3 questions. Je pose première question, qui c'est qui a laissé son mail ouvert ou son portable ouvert? Et là, tu as à peu près 90% des gens qui disent qu'ils ont laissé ça ouvert. Après, deuxième question. Qui baisse la tête. Et qui baisse la tête. Un air coupable. C'est ça. Deuxième question, c'est est-ce que avec ce que vous avez comme tâche de fond, un mail ou un téléphone, est-ce que vous avez été interpellé par un signal? Un mail qui arrive, un WhatsApp qui arrive, un SMS qui arrive, un appel qui arrive. Et là, tu as à peu près 60% qui te disent que oui. Troisième question, donc au bout d'une 30-40 minutes. Troisième question, c'est est-ce que depuis les 35-40 minutes que nous sommes là, vous avez fait autre chose que suivre la formation avec moi? C'est-à-dire répondu à un mail, envoyer un SMS, répondre à un WhatsApp, finir une présentation, finaliser un Excel. Et là, tu as à peu près 40% des gens qui te disent qu'ils ont fait ça. Donc ça veut dire quoi? Sur une formation où plutôt les gens sont plutôt ouverts pour apprendre au début, c'est-à-dire et au bout de 40 minutes, ça veut dire que tu as à peu près déjà 40% des gens qui ont fait autre chose. Donc tu prends une réunion de 3 heures, ça veut dire que là, tu as tout le monde qui s'est organisé pour faire autre chose en parallèle. Et quand tu fais autre chose en parallèle dans les réunions, tu captes pas toute la réunion. Donc première règle, des réunions courtes. Deuxième règle, c'est de gérer l'énergie dans la réunion. On va revenir sur l'énergie, mais ce que tu dis déjà là, c'est que c'est un peu la métaphore de l'évolution de la société tout entière qui a besoin de réinventer des temps de concentration et qui a besoin de réinventer des temps de respiration. Déjà, en présentiel, on en avait besoin. Le distanciel l'impose encore davantage. En fait, ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, ça amène à réagencer le temps. De toute façon, le télétravail, la distance amène à gérer ton temps différemment. Si tu gères ton temps dans le management à distance comme tu le gères en présentiel, tu passes un temps infini. Donc c'est apprendre à avoir des temps plus courts. Par exemple, tiens, aujourd'hui j'appelle un tel, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas eu, et je vais l'appeler pendant 5 minutes pour avoir de ses nouvelles. Voilà. Mais c'est le faire en fait plus régulièrement, mais de façon plus courte. Et pour ça, il faut être clair. Donc c'est vrai que le management à distance demande de réfléchir à la façon de gérer le temps. Et en tout cas, ce qui est sûr sur les réunions, c'est qu'il faut des réunions plus courtes. Donne-nous un exemple de gestion du temps qui concerne le management tout entier ou qui concerne d'ailleurs chaque collaborateur dans l'équipe. Des tips pour gérer son temps. Une chose à la fois, ça c'est une règle un peu de base, c'est-à-dire si je veux bien gérer mon temps, bien optimiser mon temps, je prends une tâche et je la tire jusqu'au bout. Pour bien gérer son temps, le plus j'anticipe, je planifie. Moi j'ai un maître d'art martial qui dit pour bien gérer ses activités, c'est important avant de se coucher le soir de réfléchir à ce que vous voulez faire demain. Parce que si votre cerveau il a réfléchi à ça, ce sera plus facile de le mettre en œuvre. Donc en termes de gestion du temps, faire son intention. Exactement. Donc plus je clarifie mes intentions et plus après le temps, plus la façon de gérer mon temps est facilitée. Après la question de la gestion du temps dans le management à distance, c'est la question de la synchronisation des temps. C'est-à-dire comment je fais quand on est sur des unités de lieux différents, dans des espaces-temps différents, avec des gens par exemple qui sont à l'étranger. Il y a beaucoup de managers qui managent des équipes. Je te prends un exemple, là, tel manager qui a une équipe mondiale et qui a des équipes au Japon, en Chine, en Europe, à San Francisco et à New York, mais typiquement, il ne peut pas avoir toutes les semaines des réunions où il y a tout le monde. Parce que d'un point de vue décalage horaire, il y en a forcément qui vont démarrer à 5 heures du matin ou d'autres qui vont se retrouver à faire des réunions à 11 heures le soir. Ça veut dire que déjà, il y a la façon de réfléchir à comment, en tant qu'équipe, on va synchroniser nos temps. Tu parlais de gestion des énergies, ça c'est un sujet qui te tient à cœur, d'abord parce que tu es un praticien d'art martial, le Sun Mudo. C'est ça, un art martial coréen issu de moines bouddhistes
qui a 500 ans de pratique et qui s'est ouvert au monde, qui est sorti des temples il y a une 40aine d'années maintenant. Et puis l'énergie, ça te parle parce que tu es un amateur, un passionné même d'agrumes, donc plus largement de nature. Alors parle-nous de cette énergie parce que bon nombre des auditeurs, des managers qui nous écoutent peuvent considérer l'énergie comme quelque chose d'impalpable, d'invisible, de difficilement préhensible. Alors ça c'est sûr, c'est difficilement préhensible. La question c'est comment je la tangibilise, comment je la mesure aussi. Alors l'énergie c'est quelque chose souvent que je ressens. Dans le management de proximité, quand j'ai mes équipes autour de moi, je rentre le matin, j'arrive, déjà moi je suis dans une certaine énergie, suivant si j'ai bien dormi ou pas bien dormi, écouter telle ou telle musique, suivant que j'ai eu à affronter des bouchons ou pas le matin, suivant que c'est l'été, le printemps ou l'hiver, nous n'avons pas la même énergie, suivant ma qualité de sommeil, suivant mes problématiques personnelles aussi. Donc énergie ou pas, faut bien faire le job, hein. Ah ben c'est ce que faisaient beaucoup de gens, c'est-à-dire énergie ou pas, ils faisaient le job. Voilà, jusqu'au jour où, hop, il n'y a plus d'énergie et là le job se fait plus. Donc l'énergie, quand je suis en présentiel, je la sens. Inconsciemment, je la sens. Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai pas toujours un référentiel de qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, déjà moi je sens mon énergie, mais je sens l'énergie de mon équipe. Tiens, je vois qu'il y a Alain qui passe ce matin, ben, je vois qu'il est comme d'habitude, toujours souriant au café. Voilà, pour moi ça me renvoie dans l'idée que tout va bien. Voilà. En même temps, il peut bien cacher les choses, Alain. Il peut bien cacher les choses, mais finalement, dans la journée, je vais le ressentir. Je vais avoir un regard, je vais avoir un rictus qui va faire dire que, tiens, dans l'observation, il y a quelque chose qui est quand même différent. D'accord ? Je vois tel autre collègue qui passe. Je trouve que ce matin, tiens, il me dit pas bonjour, il regarde par terre. J'ai l'impression que voilà, il a les épaules un peu voûtées. Je me dis, voilà, soit il a mal dormi, tout ça. Mais ça, je le vois. Ou je le sens. Je suis dans une réunion d'équipe. Mon équipe est autour de moi, je sens l'énergie. Je suis attentif au signe faible. Si je suis attentif. Mais par contre, à distance, je peux ne rien voir. Moi, je connais beaucoup de managers qui, à distance, n'ont jamais su que leur collaborateur avait été malade, par exemple. Ou que leur collaborateur avait eu des proches qui étaient décédés. J'ai pu passer à côté d'informations clés que je n'en serais jamais passé à côté en présentiel parce que j'aurais vu qu'ils étaient plus blancs que d'habitude, qu'ils étaient plus lourds que d'habitude, j'aurais ressenti de l'émotion, de la tristesse. Mais à distance, voilà, si je ne les contacte pas parce que j'ai pas un rituel d'équipe, un rituel pour les appeler, il y a des managers comme ça qui sont passés à côté de beaucoup de perceptions et du coup, l'intérêt et la grande question à distance, c'est comment je ressens l'énergie. Parce que du coup, il va me manquer cette espèce de terrain commun qui est que quand on est ensemble, il y a des choses, j'ai des capteurs inconscients qui fait que même si je pourrais pas te dire ce que c'est que l'énergie, je sens l'énergie. Je sens la mienne, je sens celle de mes collègues. Donc la grande question, c'est à distance. Comment je vais pouvoir sentir dans les audios, dans les visios, dans les réunions, dans ce qui est dit, dans ce qui est pas dit, dans ce qui est là, dans ce qui est pas là, comment je vais pouvoir sentir l'énergie. C'est un peu paradoxal parce que tu disais tout à l'heure, on va ouvrir davantage son chez-soi, sa salle à manger ou son bureau, je ne sais quoi. On va finalement se dévoiler davantage, montrer davantage notre être, notre intimité, et en même temps, parfois beaucoup plus facilement cacher derrière une espèce de posture ouverte ce que l'on ressent véritablement. Tout à fait. Tu peux tout à fait masquer à distance, tu peux tout à fait masquer. Bon, je sais qu'à distance, j'ai beaucoup de gens qui me disent je n'arrive plus à savoir ce que pensent mes collaborateurs ou ce qu'ils vivent. Je me souviens avoir coaché un jour un dirigeant qui avait une difficulté avec un de ses managers, c'est quelqu'un qui dirigeait à peu près 300-400 personnes, il avait un de ses managers qui commençait à devenir plus négatif, tout ça. Et il disait, c'est compliqué parce que je n'arrive pas à savoir pourquoi. Il serait au bureau, nous serions au bureau tous les deux, je l'aurais pris dans mon bureau, on aurait discuté. Là, je sais juste une chose, il est confiné chez lui, mais comme il n'allume pas la caméra, je ne sais pas quelle est sa réalité. Donc c'est vrai qu'à distance, je peux avoir des impressions, des bouts, mais j'ai pas toute la photo. Moi, l'image du management à distance, c'est un peu comme quand on regarde par un trou de la serrure. Par le trou de la serrure, je vois qu'un bout de l'image, mais je ne sais pas très bien quelle est la réalité de la pièce. C'est ça la distance, c'est-à-dire que j'ai des gens dont j'ai l'impression d'avoir une image de leur vécu, mais je n'en ai qu'un bout, parce que je ne connais pas la réalité de là où ils vivent. Et ça, c'est vrai que le premier confinement, par exemple, il y a des gens qui ont été confinés dans des salles à manger où il y avait 3 personnes qui travaillaient.
C'est la définition de la systémique. Je n'ai plus accès à la complexité de l'ensemble du système. Je suis en mode longue vue. Alors toi, tu prends le trou de la serrure. Moi, je prends souvent la longue vue dans un stade. Si je suis un joueur, je ne comprends pas grand-chose si je ne connais pas les règles. Pourquoi il y a... toi, tu es plutôt un rugbyman, donc 30 joueurs et des arbitres et de l'arbitrage. Je peux perdre les règles. Je peux perdre les règles. C'est surtout, comme tu dis, que je ne suis plus dans le système. Donc je perds des éléments du système. C'est-à-dire que je peux avoir une équipe qui est décentralisée dans une autre ville, sur un autre site, je pourrais avoir une idée de ce qu'ils vivent, mais pas complètement. Je te prends l'exemple de ce dirigeant là qui dirigeait une très grosse BU dans le domaine de la santé et il avait des patrons mondiaux, il en avait aux États-Unis, il en avait en Europe, il en avait au Japon. Et je me souviens en fait une session de coaching qui arrive en plein Fukushima. 2011, tremblement complet en tout cas pour le Japon, et je me souviens de ce manager mondial avec qui j'étais en coaching dans cette salle, on était sur Lyon, et qui me dit voilà, je sais pas quoi faire, c'est-à-dire j'ai un de mes dirigeants au Japon, je l'ai contacté rapidement hier soir, je sais qu'il essaie de mettre sa famille en sécurité, mais je sais pas si lui est en sécurité, donc je sais pas ce qu'il vit, je sais pas non plus mon rôle d'aller non plus d'aller forcément, je sais qu'aujourd'hui il a des enjeux très personnels, en tout cas de sécurité personnelle, et puis surtout je me sens impuissant. Et c'est vrai que la distance, c'est souvent ça, c'est que je peux être dans un lieu où la réalité du lieu, d'un point de vue climatique, social ou autre, en fait elle est très différente de quelqu'un qui est à distance, qui lui va vivre complètement autre chose. Et avec cette idée de j'ai une idée de ce qu'il peut vivre, mais j'ai pas complètement la réalité de ce qu'il peut vivre, et surtout je peux pas aider, parce que à distance c'est pas toujours facile de savoir comment aider. Alors c'est vrai que tu as raison, l'illusion c'est de penser que parce qu'on est tous dans la même pièce, qu'on vit tous la même chose. Donc un manager qui ne serait pas à l'écoute de ce qui se passe, même s'il est dans le même système, il va pas tout capter. Mais il n'empêche que je suis rattrapé par la patrouille. Est-ce que ce manque d'information renforce la notion de supposition singulière et enfermante, à l'inverse de l'imagination plurielle et ouverte? Parce que ça va t'amener... Les Toltec nous disent pas de supposition, parce que c'est enfermant. Ah ben complètement. Alors la règle Toltec pour le management à distance ne fait jamais de supposition, elle est top celle-là. Elle est top pourquoi? Parce que je vais avoir des indices qui vont me venir, des signaux faibles. Tiens, lui il m'appelle plus. Tiens, lui dans cette réunion il n'a pas parlé. Tiens, lui je trouvais que ce mail il était différent de d'habitude. Tiens, lui j'ai eu l'impression que dans la collaboration là ça se passait plutôt bien, mais là j'ai un petit doute. Voilà. Donc je vais avoir des indices, ce qu'on va appeler des signaux faibles. Et les signaux faibles des fois ils sont amenés à rester faibles, puis des fois ils deviennent de plus en plus forts. Donc en tant que manager, c'est comment je vais prendre un signal qui peut être faible, comment je vais le détecter, et sans faire de supposition, comment je vais pouvoir aller augmenter la compréhension de l'information. Le management à distance, c'est très simple, parce que je ne suis pas dans la même réalité, je manque à peu près 50% de l'information, qui est liée à tout ce que renvoie le corps, à la présence physique. Du coup, comme j'ai moins d'informations, comme j'ai moins de flux d'informations, il va falloir que j'essaie moi de recomposer, de recontextualiser. Et pour ça, de pas faire des suppositions trop tôt, mais d'aller plutôt capter des informations. Donc par exemple, je suis manager, j'ai des équipes à différents endroits. Je me pose la question de de telle collaboratrice, est-ce qu'elle va bien ou pas? Parce que j'ai des indices que, soit je vais aller discuter avec elle, soit je vais aller capter d'autres informations. Tiens, je sais qu'elle partage son bureau, dans l'usine à côté, donc je vais demander tiens, est-ce que tu as vu des changements de ça? Mais j'ai besoin d'aller enrichir ma perception des informations. Et tu vois, regarde un exemple du management à distance. Toi et moi, on fait partie de la galaxie Germe, avec des rôles différents. Moi surtout comme animateur, toi comme intervenant. Donc nous sommes liés à l'énergie de Germe. Mais si à l'instant présent, on se pose la question de qu'est-ce qui se passe à Nantes, toi comme moi, nous n'avons pas la réponse. Voilà, ça c'est la distance. C'est-à-dire on est un peu dans le même lien, mais à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe à distance, et si je veux savoir, il faut appeler. Et en même temps, je peux pas tout connaître. Je peux pas, même en présentiel. Donc, comment est-ce que je peux continuer à développer l'intuition, le ressenti, l'instinct, sans chercher absolument à tout connaître sur tout? Alors, en fait, dans ta question, tu viens de te donner la clé de ce qui est pour moi l'importance dans le management à distance. C'est que dans le management à distance, je suis coupé d'informations. C'est-à-dire que parce que je suis loin, parce que je ne vis pas la même réalité, parce qu'on ne s'est pas vu il y a 1 heure, parce qu'on ne s'est pas vu ce matin, parce qu'on n'a pas passé la semaine dans le même lieu, je ne sais pas ce qui se passe. Et du coup, pour pas savoir ce qui se passe, il faut que je sois
disponible pour capter des informations qui seraient, on pourrait appeler des signaux faibles. Mais je peux capter des informations que si je ne suis pas saturé en informations moi-même. Donc c'est ce que tu dis dans ta question, c'est ce que tu amènes à la réponse. C'est que pour moi, manager à distance, ça demande de prendre du temps de vide pour soi. Du temps de vide pendant lequel, je réfléchis, comment j'ai animé mes processus d'équipe. Je me rends compte là, ça fait quand même, sur le dernier mois, j'ai annulé 2 réunions d'équipe sur 4. Voilà, c'était quand même 2 opportunités de se réunir dans ce contexte où on se voit moins. D'accord ? C'est, je me rends compte, moi, qu'il n'y a pas de rituel, des one-to-one en anglais, des points à distance avec chacun de mes collègues. Je me rends compte que là, lui, ça fait quand même 2 mois que je ne lui ai pas parlé. On n'a pas vraiment pris le temps de se poser. Mais si je suis toujours dans mon avancée, dans le trop-plein, ça, je peux l'oublier. Il y a des gens comme ça qu'on oublie dans le management. Parce qu'en fait, ils sont autonomes, ils sont discrets, ils n'ont pas besoin. Et si je ne fais pas moi-même des temps de vide, c'est compliqué le management à distance. Et deuxième élément, c'est que dans le management à distance, pour aller capter de l'information quand je suis à distance, il faut que je développe mon intuition. Il y a un intervenant en fait dans Germe qui travaille sur l'intuition, qui intervenait sur l'intuition. Il dit, on ne sait pas très bien comment monte l'intuition. Nous pouvons poser l'hypothèse qu'elle monte par le canal émotionnel. Et pour que nous ayons des intuitions, il faut que le canal émotionnel soit le plus vide possible. Donc si je suis dans des émotions, si je suis un peu brinque-ballé par beaucoup de trop d'émotions, de choses comme ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'intuition, elle va plus monter. Pour qu'elle monte, j'ai besoin de temps de retrait, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de me couper, j'ai besoin de faire des temps où je peux me retrouver, où je peux prendre du temps pour organiser mon agenda, pour faire le vide, pour réfléchir, pour anticiper, pour planifier. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe. Prenez le temps, acceptez de perdre du temps pour en gagner davantage. En même temps, faire le vide pour se recentrer et développer son intuition, est-ce vraiment une perte de temps ? À présent, comment réinventer ses relations à l'équipe dans la distance ? Comment créer une autre forme de proximité ? Alors, parlons de distance et de proximité. La distance forcément éloigne physiquement et m'empêche d'obtenir un certain nombre d'informations, de signaux faibles que tu évoquais tout à l'heure. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer très concrètement cette distance, cette absence de proximité, peut-être en réinventant la rencontre des personnes, des êtres ? C'est sûr que quand je suis à distance, tu vois, je me souviens de ce dirigeant qui réunissait toutes ses équipes et donc il avait des équipes dans toute l'Europe et tous les 2 mois il réunissait ses équipes. Donc il disait en fait, c'est important que nous passions du temps ensemble. Donc quand vous venez, il se réunissait tous les 2 mois et tous les 2 mois il faisait 2 jours pleins. Voilà. 2 jours pleins, c'est-à-dire 2 journées complètes, ce qui fait qu'il commençait à 9h le matin, donc les gens arrivaient la veille au soir, assez tard de tous les pays européens. Il démarrait à peu près à 9h, il finissait à 18h30. Donc souvent avec la fatigue de la journée, tout le monde était rincé. Comme tout le monde était rincé, personne n'avait envie d'aller prendre un verre ensemble au restaurant. Du coup, à partir de 18h30, chaque manager dans cette équipe faisait ses mails, récupérait le boulot. Ils arrivaient à la fin du premier jour assez fatigués. Le lendemain, ils s'attaquaient une deuxième journée un peu plus tôt parce qu'il fallait prendre les avions le soir en deuxième journée. Donc ils s'attaquaient à 8h jusqu'à 5h. Et là, tout le monde avec l'idée que c'était super dense, quoi. Super dense. Mais tu vois, ils ont réalisé qu'en fait, c'était peut-être une forme d'efficacité d'information partagée, mais ce n'est pas une efficacité de travail humain. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il valait mieux moins travailler, finir peut-être un peu plus tôt, moins densifier les réunions, par contre en profiter pour faire que tous les 2 mois quand on se voit, à minima on va boire un verre ensemble pour créer du lien, ou en tout cas on se fait au moins un repas ensemble. Voilà. Et ça c'est une reconfiguration, parce que dans la distance, les opportunités de création de liens, il faut les trouver. Donc il y en a une qui est pas la plus facile, c'est quand on peut se retrouver physiquement. Souvent dans la distance, c'est pas simple parce que ça demande des coups pour faire bouger tout le monde. Mais il y en a une deuxième, c'est comment je vais retrouver des temps collectifs de qualité. Alors il y a plein d'exemples. Il y a des gens par exemple qui vont faire les lundis matins, il y a par exemple, on fait un rituel café, c'est-à-dire qu'on se prend un quart d'heure.
chacun prend son café et en tant qu'équipe, on nous retrouvons ensemble. Donc là, il faut que ça ait du sens parce que si ça n'a pas de sens, si c'est pas bien porté, les gens disent bon c'est un peu bizarre ton truc. Mais par contre, c'est une façon de dire tiens, le temps qu'on passe ensemble, c'est pas forcément tout le temps pour travailler, on peut aussi passer un temps, vient qui veut. Mais voilà, c'est un temps d'inclusion, de lien où on raconte un peu notre week-end et voilà. Mais ça veut dire qu'aussi que dans les réunions d'équipe, il faut que les temps que nous passions soient aussi des temps de lien. Dans Germe, il y a un processus très connu d'inclusion qui est une inclusion sur la base de la météo, de démarrer les journées par donner sa météo. Beaucoup de groupes. C'est sensation intérieure. C'est ça, voilà. Moi je faisais des formations avec des rugbyman et à chaque fois ils me parlaient au début, quand on démarrait, ils me parlaient de la météo qu'ils faisaient. Donc j'avais la météo de Lyon, j'avais la météo de Mâcon, de Mont-de-Marsan et tout ça. Après ils avaient compris, ça les faisait beaucoup rire. En fait c'était la météo intérieure plutôt. Mais ça c'est un exemple de, dans ce temps-là où nous allons travailler, comment aussi je peux donner à voir un peu de où j'en suis, parce que les temps collectifs doivent être pensés aussi comme des temps de création de liens. À l'inverse, est-ce que la distance peut rapprocher ? Oui. Alors paradoxalement, c'est pas le plus évident, mais oui, ça peut rapprocher. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis en discussion avec quelqu'un, le fait d'être à distance, si je suis vraiment présent dans le canal de communication, c'est-à-dire si je fais que ça, c'est un peu comme les gens qui, par exemple, n'ont plus la vue, ils vont développer une acuité d'écoute et paradoxalement, tu peux arriver à développer des relations très intimes dans la distance parce que si tu es vraiment présent, si tu es là, c'est comme si finalement tu te mettais complètement à l'écoute de la personne. D'ailleurs, il y a des gens, chez les ados, ils le savent, la distance, ça les gêne pas pour avoir des très très grandes relations de proximité avec leurs amis. Tu vois, ils se voient dans la journée, mais à partir de 17h30, hop, ils passent leur temps à s'appeler, tout ça. Donc c'est vrai que ça demande une configuration, ça demande de se mettre en situation d'écoute. Mais paradoxalement, il y a des choses qui peuvent passer dans la distance qui ne passeraient pas par ailleurs. Moi, je sais que dans des situations de distance, j'ai rencontré les gens et les gens se sont ouverts d'une manière complètement différente. Tu vois, en tant que coach, par exemple, je me souviens de ce dirigeant qui m'avait jamais parlé de lui. Et premier confinement, on fait une session à distance. Et là, il s'ouvre complètement à moi sur des informations assez improbables. Et quand je lui dis, c'est intéressant parce que vous m'aviez jamais parlé de vous, qu'est-ce qu'il fait ? Il me dit, je sais pas. Il me dit, est-ce que c'est parce que je suis chez moi, que peut-être je me sens plus à l'aise pour parler ? Est-ce que c'est parce que je suis un peu dans ma bulle ? Mais il n'empêche qu'il s'est livré comme il s'était jamais livré. Les chaussons aux pieds, peut-être. Ah, ça je sais pas, je peux pas te dire. Je voyais pas en dessous, la caméra souvent elle te montre que le dessus. On va terminer, Christophe, avec une clé comme ça qui te vient pour rendre le travail à distance plus efficace. Une deuxième plus serein et une troisième plus joyeux. Plus efficace, plus serein, plus joyeux. Alors, plus joyeux, pour moi c'est évident. Voilà, tu vois. Soit travailler avec des jeunes. La preuve, voilà. La les preuve, jeunes voilà. qui sont à côté de nous. Bonjour les jeunes. L'intérêt des jeunes, pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'en fait, c'est tout l'intérêt de la joie. À distance, c'est super important de valoriser les succès. Nous pouvons nous en passer, il y a des entreprises qui n'arrivent pas à célébrer les succès en présentiel, mais à distance c'est super important de célébrer les succès, de le renforcer, de fêter, de se donner plein de points d'appui quand on gagne une affaire, quand on est proche de la période des vacances, quand on finit l'année, quand on finit le mois de juin. Voilà, c'est à un moment donné pouvoir célébrer des petits moments. Ça rend joyeux. Des hormones de bien-être, la sérotonine, exactement. La dopamine. Et là tu fais développer des hormones de bien-être à distance. Pour être plus efficace, je pense que ça demande de revisiter sa communication, c'est-à-dire beaucoup plus concis. Voilà, des phrases plus courtes. L'anglais dit straight to the point. Je fais des mails courts, je fais des messages courts, je fais des présentations courtes. Court, et plus serein. Une clé pour rendre le travail à distance plus serein. Pour moi, il y a deux clés. La première, c'est se mettre d'accord sur les horaires de travail individuel et collectif, c'est-à-dire à quel moment en fait on travaille, à quel moment on ne travaille pas, en particulier à quel moment moi je suis joignable en tant que manager, à quel moment j'attends que vous soyez joignable, est-ce que c'est open bar ou est-ce que je dis tiens, comme si on était sur la même unité de lieu, 18h, c'est 18h ou 18h30, voilà, nous nous appelons pas. Les managers qui par exemple le week-end envoient des mails, cognitivement, ils génèrent de la surcharge mentale dans toutes leurs équipes.
Bon, il y en a pas mal qui ferment leur portable. Libre à l'équipe de ne pas aller Tout à voir fait. les mails le week-end. Mais même, il y a pas mal de gens qui, parce qu'ils sont connectés à leur téléphone et qu'ils ont les mails, ils vont recevoir l'information. Ça ne veut pas dire qu'ils vont la traiter, mais ils vont la recevoir. Donc, je dirais, c'est à un moment donné, sérénité, c'est nous nous mettons d'accord sur les frontières. Et puis le deuxième, en termes de sérénité, c'est d'amener chacun à prendre du temps pour soi, puisque la particularité du télétravail, plus que du management à distance, plus que de la distance, mais quand je travaille de chez moi, il est quand même prouvé que les gens travaillent beaucoup plus. Du coup, je dois m'assurer en tant que manager que mes collaborateurs ils déposent et arrivent à déconnecter, puisqu'il y a quand même des gens qui ont vraiment du mal à déconnecter. Qu'est-ce qui va encore évoluer dans le travail et dans le management à distance ? Bon, je pense que le prochain enjeu pour les prochains mois, c'est de passer de l'implicite à l'explicite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai discuté avec les managers, ils me disent tous, c'est compliqué la situation dans laquelle on est parce qu'on est dans une espèce d'entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'hybride qui s'installe et du coup, on ne sait pas très bien si on reste dans cette configuration, si chacun peut décider seul de quand est-ce qu'il est au bureau, quand est-ce qu'il n'est pas au bureau. Et donc je pense que l'enjeu qu'il va y avoir, là c'est moins le travail à distance que le télétravail de ce que ça a amené, c'est de revisiter les règles finalement. Qu'est-ce qu'on choisit ? Et en tant qu'équipe par exemple, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisit collectivement. Et c'est pas si simple parce que finalement toutes les équipes peuvent pas décider ça. C'est-à-dire que comme ça rentre dans des accords du travail aussi, tu peux être pris dans des accords globaux qui correspondent pas à ce dont l'équipe aurait besoin. Mais ce que je pense que ce que va être demandé par les managers surtout, c'est de la clarification sur les règles de fonctionnement finalement. Est-ce que c'est chacun qui fait ses règles ? Est-ce qu'on est dans un entre-deux en attendant que l'épidémie se calme ou qu'elle revienne pas, ou finalement on accepte de rester comme ça ? Ou est-ce que ça va commencer en fait à s'expliciter ? Je pense qu'il va y avoir un besoin de clarification par rapport à ça. Merci Christophe. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des agrumes dans ce jardin des plantes de Toulouse ? Je crois pas qu'il y ait des agrumes ici, mais il y a des très très jolis arbres. Figure-toi que je suis venu faire une journée avec mon groupe Germe, avec une intervenante qui s'appelle Pascal Derme, qui travaille sur les bains de forêt. Et elle nous a fait en fait faire de la méditation, elle nous a fait en fait nous connecter à ce lieu, qui est un lieu peut-être pas millénaire, mais en tout cas centenaire, avec des très beaux arbres, et de ressentir l'énergie. Et j'en ai gardé de cette journée l'importance effectivement de déconnecter, mais aussi l'importance de se connecter à la nature. Ce que je savais, mais ce que j'ai compris, c'est que les arbres, quand tu te mets à côté ou dessous, quand tu vas dans une forêt, en fait, il y a énormément de sécrétions chimiques de l'arbre, qui fait qu'en fait c'est très bénéfique pour on parlait de sérénité tout à l'heure, pour la sérénité de chacun. Tu vois, ça c'est une bonne clé. Quand tu manages à distance, tu devrais passer du temps régulièrement dans la forêt. Je retiens 3 mots de cet entretien avec Christophe à propos du management à distance. Règles, temps et énergie. Remettez à plat les règles et l'organisation de votre management. Définissez les temps formels et laissez de la place aux relations interpersonnelles. Et enfin, affûtez vos capteurs d'énergie en réenchantant vos relations. À très bientôt avec Germe pour une expérience d'avance. La graine inspirante, un podcast du réseau Germe.